Ok, AEW Dynamite du 11 janvier. Bon, la semaine dernière, Dynamite, c'était pas vraiment terrible. Du moins, ça avait une excellente première heure et une deuxième heure catastrophique. Est-ce que ils vont reproduire ce même schéma ou est-ce qu'ils vont améliorer les choses, avoir un bon main event? Ce soir, le main event, c'est le championnat des matchs par trio, donc c'est mal barré. Mais chaque show en son temps, car le show s'ouvre avec le match tant attendu opposant Jon Moxley face à Adam Page. Et oui, ce match, si jamais vous m'avez suivi, si vous avez suivi mon avis de la semaine dernière, vous savez que j'étais pas vraiment hypé pour ce match. Le build-up était vraiment pauvre. Je sais que Jon Moxley a fait de son mieux. Adam Page n'est pas un bon acteur, du coup, pour build-up des matchs, c'est toujours très compliqué. Et on a un match entre deux babyface. Donc, est-ce que malgré cet inconvénient, ils ont réussi à nous raconter une belle histoire, à nous lancer dans le match? Eh bien, non. Qu'on se met d'accord, je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire et honnêtement, ils n'ont pas démérité. Le match a commencé et on a eu une énorme série de puissants close lines, ça déconnait zéro, les mecs se foutaient sur la gueule de manière assez terrible. 14 minutes, 14 minutes de match assez violent au final, où ils se sont vraiment donnés à fond. Et encore une fois, ce n'est pas leur faute, ils ont fait de leur mieux. Le problème, c'est de raconter une histoire ou s'investir dans un match pareil. C'est très compliqué quand on a deux babyface et que les deux doivent être applaudis par la foule, qu'on n'a pas de véritable antagoniste en face, une vraie menace, un vrai méchant. C'est compliqué de s'investir dans le combat et de s'investir pour le héros, quelque part. Parce que là, bah, on choisit qui on veut voir gagner. Et au final, c'est Adam Page qui a le plus porté les traits du héros. Et Jon Moxley essaie de faire le côté le plus heal possible, même s'ils n'étaient pas pleinement à fond là-dedans. Deux, trois doigts à la foule et encore, c'était pas grand-chose. Mais, encore une fois, le début était correct, ça commençait bien et malheureusement, en milieu de match, ça commençait à se gâter, hein. Il commençait à y avoir des choses un peu excessives. On a eu Adam Page qui s'est lancé pour faire un salto arrière et à l'extérieur du ring et Jon Moxley attendait clairement. Il y a eu 2 secondes de latence où il aurait clairement pu éviter le coup, mais non, il se l'est pris. Du coup, on ne croit pas au combat. Dans un autre sens, on a eu aussi un kick-out d'Adam Page à 1, alors qu'Adam Page vient de se prendre le finisher de Moxley, suivi d'un pile driver, et kick-out à 1, j'étais en mode, ok, bon, ça commence à ne pas vendre les coups, super, et dans la même veine, Moxley, pour se venger de la non-vente, enchaîne un corpse tombe, alors qu'il vient de se manger un dead eye dans la gueule, et le mec, il peut porter un corpse tombe quand même, bref, il a commencé à avoir du no-selling, et bon, là, ça commence à me gaver un petit peu. Au final, finalement, Adam Page porte son Buckshot Lariat pour la victoire surprise. Adam Page bat Jon Moxley. Donc ça c'est chouette. Mais encore une fois, deux babyface, ça a très bien commencé, mais pas investi. Puis le dossier à la fin a fait en sorte que je me suis pas tant éclaté ça devant ce match. À la toute fin, Jon Moxley semble être vraiment sous le choc. Je pense qu'il est vraiment blessé puisque apparemment il est tombé sur un arbitre à la fin du match et ça n'a pas été filmé par la caméra. Ça n'a pas été quelque chose. Soit la prod était très très mal gérée et ils ont raté le moment où ils devaient vendre les blessures de John, soit John est vraiment vraiment pas très très bien et dans ce cas, bah, j'espère qu'il va bien. Surtout que ce serait dommage de tomber, d'être blessé à cause d'un match qui n'en valait peut-être pas la peine. En tout cas, suivant. Et suivant, c'est la grosse surprise du show, puisqu'on a Tony Schiavone qui est dans le ring, et qui dit que bah il a vraiment pas hâte de la personne qui va venir interviewer. Et c'est Adam Cole! Et c'est Adam Cole qui arrive, et il méga pop de la foule quand la musique d'Adam Cole retentit. Il est heureux d'être là, il fait son entrée habituel, Adam Cole baby, la foule est contente, et c'est chouette. Alors, petit point sur Adam Cole personnellement, avant de parler de sa promo. Faut savoir qu'Adam Cole, depuis qu'il est arrivé à la AEW, je n'aime pas. Je n'aime pas, enfin c'est pas que je n'aime pas, c'est qu'il me dégage rien. Il me dégage pas de hit, il me dégage pas de joie, hormis quand il a fait ses débuts, c'est ce qui était exceptionnel, mais je ressens pas des choses folles pour Adam Cole. On est loin du niveau d'Adam Cole à la WWE, notamment à NXT, où il était over the moon, hein, comment on va le dire. À la WWE, il n'a jamais repris son plein potentiel, il traite toujours avec les Bucks, c'était pas terrible. Et dans des rivalités où il brillait pas tant vraiment, où la foule l'aimait trop pour qu'il joue un bon heel en fait. Mais du coup, c'est l'occasion de remettre les rails à zéro, de repartir sur un bon départ, parce que Adam Cole est là et fait une promo. Et déjà, quelque chose que je notais, c'est que dans sa promo, il est extrêmement sincère et ça se ressent. On a des larmes aux yeux, on a beaucoup de petites choses qui font que ce qu'il dit n'est pas écrit. Ce qu'il dit est un peu dit sur le coup, ou du moins, ou alors il a vraiment très très bien joué. Mais on ressent vraiment une énorme sincérité dans ses propos. Et quand il annonce du coup qu'il a une bonne et une mauvaise nouvelle, et quand la foule commence à pleurer, c'est vous dire qu'elle avait peur
Elle avait peur de la mauvaise nouvelle qu'elle a annoncée à Adam Cole, notamment d'une possible retraite. Puisque sa blessure a été prise très au sérieux, c'était assez grave. Et du coup, ils nous ont dit plus. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et Adam Cole nous explique qu'effectivement, il était un peu au fond du gouffre, que ses blessures à la tête le dévastaient. Hein. Il faisait plusieurs séjours à l'hôpital. Il était obligé des fois de vomir en voiture au bout de 15 minutes tellement il n'arrivait pas à le supporter. En pleine nuit, il devait se réveiller avec en tremblant, ne comprenant pas ce qui lui arrive. Il a vécu dans la peur pendant tout son séjour chez lui à se reposer, Adam Cole. Et doutait vraiment de sa capacité à pouvoir revenir dans le ring. Mais la bonne nouvelle, c'est que malgré tout, le public l'a soutenu pendant cette période, et ça a vraiment tué Adam Cole, et pour ça, il remercie le public. Et là, il va passer à la mauvaise nouvelle. On voit des cuts sur les gens dans la foule qui sont déjà en train de pleurer. Et la mauvaise nouvelle qu'Adam Cole annonce, c'est que elle ne concerne pas lui, la mauvaise nouvelle, elle concerne tout le vestiaire, parce qu'il est de retour et qu'il va botter des culs. Et putain, la pop de la foule. Et même moi, ça m'a surpris ce qu'il annonce. Depuis le début, c'était extrêmement sincère. Quand il dit qu'il pensait tous les jours qu'il allait devoir arrêter de catcher, il a même eu des vraies larmes et un vrai sentiment de tristesse et de terreur au fond de sa voix. Il ne pouvait que dire qu'il allait se retirer, et quand il annonce qu'il va continuer, qu'il est de retour pour botter des culs, mais c'est fantastique. Adam Cole, je vous le dis tout de suite, c'est la meilleure chose qu'il ait fait à l'EW depuis ses débuts, c'est ce retour. Cette promo de retour est fantastique. Elle a été vraiment vraiment bonne, extrêmement sincère. J'ai adoré de ça du début à la fin. Et le mec est beaucoup trop over. Et il annonce aussi que du coup c'est le début d'un nouveau Adam Cole. Et honnêtement, je vous dire un truc, j'espère que ça signifie un Adam Cole babyface. Il faut arrêter de vouloir prolonger ce qui était fait à NXT. Ce n'est pas le même public, il n'est pas entouré des mêmes personnes. Adam Cole est extrêmement over quoi qu'il fasse, les gens l'aiment. Et puis il n'a pas un physique si impressionnant que ça. En babyface, en underdog, Adam Cole peut faire des merveilles. En tout cas, je ne l'ai jamais vu dans cette position-là, et j'ai bien envie de voir. Je suis persuadé qu'il peut faire quelque chose de merveilleux, Adam Cole en babyface. Et s'il garde cette sincérité et ce côté battant qu'il a dégagé lors de cette promo de retour, et ça va aller tout seul. Ça va aller tout seul. Donc, on verra ce qu'il arrive, mais pour l'instant, Dynamite commence plutôt bien, malgré un premier match qui n'a pas vraiment marché, parce que la construction était un peu bancale. Le match c'est quand même plutôt bon, avec cette promo ensuite qui est fantastique. Bref, le show commence à merveille. Et le show va continuer d'être plutôt bon, en effet, parce qu'on a un tag team opposant la firme Lee Moriarty et Big Bill. Le mec s'appelle Big Bill, mais moi, après Big Cass, on a Big Bill. Ça m'a pas mal fait rigoler. Suivi d'eux, donc ils vont affronter du coup Hook et Jungle Boy, qui forment donc l'équipe Jungle Hook. Voilà, on continue dans l'équipe à chier. Après Thunderstorm, it's Jungle Hook. Mon dieu, je sais pas qui est responsable des noms d'équipe, mais renvoyez-le s'il vous plaît. Oh, ce serait bien que ce soit un bug, ce serait cool. Bref, malgré ce côté un peu cringeax mon équipe et de Big Bill, et le match était plutôt bien. 8 minutes de match plutôt sincère et plutôt efficace. Du classique, du back and forth. L'histoire, c'est que Jungle Boy va prendre assez cher sous les assauts de Lee Moriarty et de Big Bill, hein, qui l'enchaînent. Et du coup, on va avoir un hot tag sur Hook. Hook qui est plutôt over et qui est bien apprécié de la foule. Moi aussi, j'aime beaucoup Hook pour la sincérité qu'il dégage dans ses combats. Et sa réalité qui dégage. Hook reprend le dessus, on a un gros face-off entre Hook et Bill, et plusieurs fois ils ont teasé le fait que Hook pouvait faire un suplex sur Bill qui fait 3 têtes de plus que lui, et justement le moment où Hook parvient à un suplex Bill, mais c'est fantastique, en plus il l'envoie vraiment à 2 mètres, c'est plutôt impressionnant, ça fait une grosse pop de la foule. Là-dessus, Jungle Boy reprend à prendre le dessus sur Lee Moriarty et le soumet, alors que Hook s'occupait de Bill à l'extérieur. Donc voilà, bonne écriture, victoire des Babyface. L'équipe Jack Perry et Hook, je sais pas trop où ça va, c'est cohérent ce fait qu'ils ont tous les deux à peu près le même âge, on dirait, et qu'ils ont l'air de bien s'entendre, mais ils ont pas du tout la même philosophie de combat, clairement. Mais ça se complète bien, donc pourquoi pas, je sais pas si ça a vraiment duré dans l'espace, et j'ai plus envie de voir Hook propulsé sur le devant de la scène plutôt que le voir en équipe, mais pour le coup, ça a fait le taf, bonne pop, les heels comme les faces ont fait un bon travail, voilà, c'était chouette. Donc comme vous le voyez, le show est toujours plutôt bon, même très très bon, hein. C'est de la bonne qualité que nous avons fourni en termes de match et d'écriture.
Et là, on va avoir le match qu'on attendait. Bryan Danielson va affronter Konosuke Takeshita. Mais alors que Konosuke Takeshita arrive sur le ring et attend son adversaire, et ben ce n'est pas Danielson qui arrive, mais c'est bien MJF qui vient pour faire une promo avant le match. Donc, on est tous ravis de voir MJF, hein. Et il y a quand même un problème avec MJF. Alors, c'est pas vraiment un problème, c'est plus... c'est très compliqué à la WWE d'agir comme un véritable heel. MJF fait un travail fantastique. Mais n'oubliez pas qu'il a affaire à des spectateurs, à des marques qui peuvent pas s'empêcher de l'applaudir ou de l'aimer malgré tout. Moi, j'aime beaucoup MJF, hein, je suis considéré comme aussi comme un marque, mais ce n'est pas un public de casual. Donc, être un véritable heel détesté véritablement par la foule, c'est quelque chose de très compliqué. MJF passe par beaucoup de procédés, beaucoup de techniques pour se faire détester le plus possible. Mais là, il s'est dit, tu sais quoi? Allez, on va utiliser la carte maîtresse, on va utiliser le racisme. Et il a raison, parce qu'en autant, qu'est-ce qui est de plus sensible que le sexisme ou le racisme? C'est les deux sujets un peu tendus qui peuvent vraiment dégager beaucoup de côté irritable chez une personne. Et là, MJF a sorti le grand jeu, il a taillé Konosuke Takeshita sur ses origines, sur son japonais, en lui faisant le plus moisi des konnichiwa que j'ai jamais entendu de ma vie. Vraiment, mais mais quel enculé! Et c'est ce que tout le monde se dit. Tout le monde se dit, mais quel enculé! Alors, moi, j'adore MJF pour son travail. Mais même si je l'aime, même si je le déteste pas, vraiment fondamentalement parce que je sais que tout ce qu'il fait c'est du travail, et bien quand je vois un match et que je sais que ce mec est un véritable trou du cul, et ben je vais encourager lui fait. Jamais je vais encourager MJF, jamais de la vie, jamais, pas dans un match en tout cas. Il faut jouer le jeu aussi. Et c'est un personnage que j'adore détester, MJF. Et le jour que quelqu'un le fera tomber, alors pas maintenant, j'espère que ça... Justement, je veux que le plaisir de l'antagonisme perdure le plus longtemps possible. Mais quel plaisir, il fait un travail fantastique. Et c'est une chose merveilleuse qu'il soit champion. Mais, passons. Après toute cette taillade qu'il fait face à Konosuke Takeshita, qui s'énerve, hein, mais Aubrey Edwards calme le jeune homme et l'envoie extérieur du ring. MJF fait donc tout ça sur le ring et à carte blanche, il fait ce qu'il veut. Danielson n'est pas là. Et il fait ce qu'il veut. Et il commence du coup à se moquer des VIP présents dans le ring. En l'occurrence, il se moque de l'acteur de The Hangover, l'acteur asiatique Ken Jeong. Qui est extrêmement énervé dans le public, c'est très drôle. Alors c'est un acteur, hein, en plus il était sûrement prévenu de ce qui allait se passer, mais on y croit du feu de Dieu, vraiment, il se sent vraiment... il se sent vraiment insulté. Et on a aussi l'acteur de Fred dans Scooby-Doo, Freddie Prinze Jr. Et MJF se moque de lui aussi en disant « Ah bah ta carrière elle s'est arrêtée depuis très longtemps, hein. Dans mes souvenirs, t'étais pas en train de jouer avec un vieux chien en CGI dégueulasse et il le traite de Scooby-Dooby douchebag. Enfin, vraiment, c'est priceless. C'est un enchaînement de répliques priceless, MJF. Et putain de divertissant. Mais c'est incroyable à quel point, à son âge, il est si divertissant que ça. Mais c'est la goutte de trop quand MJF commence à tailler Bryan Danielson qui arrive donc. Et quand il arrive, MJF fuit comme un lâche. Encore une fois, c'est super. C'est classique, mais c'est super et ça marche de ouf. On n'a qu'une envie, c'est voir Bryan Danielson péter la gueule à MJF. Donc voilà, promo d'avant-match gratuite. MJF voulait juste faire intéressant, c'est gratuit. Mais encore une fois, c'est si bon. C'est si bon, putain. Je sais pas combien de temps a duré sa promo, mais Konosuke a attendu assez longtemps à l'extérieur du ring, du coup, son adversaire. C'était génial, c'était génial. Et vient donc le match Bryan Danielson face à Konosuke Takeshita. Deux face, encore une fois, décidément, c'est la soirée des face contre face. 15 minutes de match. Et c'était un bon match de catch. Je veux dire, on a Bryan Danielson qui est hyper expérimenté. Konosuke est un très bon catcheur qui ne fait pas du spot fait, je trouve, et qui est véritablement juste un bon catcheur, qui tape fort, qui fait les choses réalistes, c'est plutôt agréable. Effectivement, ce match, eh ben, ça tape fort et c'est réaliste. Mais encore une fois, malgré tous leurs efforts et malgré vraiment, c'est un bon match. Hein. On ne se fait pas chier devant à un seul instant. Hein. Encore une fois, c'est deux babyface. Donc on n'a pas de personne pour qui véritablement, on n'a pas de personne qui véritablement encourager. Même si le public se portait derrière Konosuke parce qu'il était moins connu, c'était pas le vétéran qui est Bryan Danielson. Donc, mais malgré ses efforts, on n'a pas un match mémorable. Ce n'est pas possible. Même si sur le coup, c'était quand même
très très bien. Hein. On peut pas avoir de meilleurs résultats, si vous voulez mon avis. Konosuke très bon sur le ring. Juste petite mention sur un gros botch qu'a fait Danielson dans le match, et c'est rare de voir Danielson faire des botches, sur un Hurricane Rana porté à l'extérieur du ring qui a failli faire mal, hein. Ça a l'air d'être assez violent, où les deux sont tombés par terre de manière assez grossière. Mais bref, victoire de Danielson, évidemment, il a gagné tous ses matchs pour battre MJF. Donc première victoire de Danielson ici, hâte de voir la suite évidemment. C'est un programme qui est génial. Un programme qui est génial et hâte de voir où ça va. Et ok, je vais boire un petit coup parce que... Laissez-moi boire juste un petit coup parce que là on a passé la première heure qui était fantastique. Et on va arriver à la seconde qui, comme la semaine dernière, était catastrophique. Allez, je bois un coup. Et jusqu'à présent, le show est génial. Jusqu'à présent, le show est génial. Et vraiment, on est bien divertis. Tout se passe bien, de bon temps sur le ring. Et là, c'est le début de la dégringolade. Le show va commencer sa longue descente aux enfers avec 3 segments qui vont être de pire en pire. Le premier segment, c'est le match tag team opposant Jamie Hayter et Saraya. Qu'est-ce que je raconte? Jamie Hayter et Britt Baker face à Toni Storm et Saraya. Et mon dieu, c'était pas terrible du tout. C'était pas terrible du tout. Et vous savez, le pire du tout, c'est que techniquement, le match était bon. Techniquement, les filles ont assuré. Une bonne chimie, il y avait des bons moves sur le ring, ça racontait une histoire, c'était cohérent. Mais, encore une fois, le problème vient pas des catcheuses, le problème vient du booking. Le problème vient du booking qui est nul, je veux dire. Ça fait des semaines, des mois même, des mois que Jamie Hayter est complètement over avec la foule. C'est notre championne, les gens l'adorent. Dès le début du match, on a des chants Jamie Hayter, let's go Hayter. Enfin, ça chante pour elle, elle est putain d'over. Expliquez-moi pourquoi, après tout ce temps, elle continue d'être traitée comme une heel. Pourquoi? Pourquoi? Je veux dire, elle est dans le coin des heels, donc on ne peut jamais avoir de gros plans sur sa gueule puisque la caméra ne peut pas la filmer correctement dans ce coin qui est ici. Pourquoi l'équipe d'en face, Babyface, se retrouve à faire des hot tags qui se font huer? Saraya et Toni Storm se faisaient huer alors que c'est les Babyface et les gens acclamaient les heels. On ne peut pas rentrer dans ce match, ce n'est pas possible. La foule était morte parce que la foule ne comprenait pas. Les catcheurs faisaient en sorte, genre, pendant les hot tags où on voyait Toni Storm remuer de coups Jamie Hayter, bah, la foule était morte. La foule avait qu'une envie, c'était de voir Jamie Hayter faire un hot tag et péter la gueule des autres en face. C'est ça qu'ils voulaient voir. Et du coup, en plus, pour rendre le tout encore plus insupportable, Saraya n'arrêtait pas de gueuler des "This is my house" pour rappeler au public qu'elle est babyface, mais il n'y avait aucun résultat. Elle se faisait huer, elle passait plus pour une hystérique qu'autre chose. Et dernière chose, Jamie Hayter, moi personnellement j'adore Jamie Hayter, c'est ma catcheuse de la WWE préférée et je suis ravi qu'elle soit championne. J'aimerais juste qu'elle soit montrée à sa juste valeur, donc d'une part en tant que babyface, en tant que star, mais surtout et aussi traitée comme une véritable championne. Tous les spotlights sont braqués sur Britt Baker. Pendant l'entrée, pendant le match, et encore une fois, je sais que dans l'histoire, c'est l'histoire qui veut ça, que l'histoire veut que, justement, tous les spotlights soient sur Britt Baker malgré que Hayter soit championne. Je comprends pour l'histoire, ça rajoute du fait que Britt Baker ne peut pas s'empêcher d'être sur le devant de la scène. Ok. Le problème, c'est que là, actuellement, ça commence à desservir sérieusement Jamie Hayter. Elle ne paraît pas comme une star, elle ne paraît pas comme une véritable menace. Elle n'a jamais été représentée dans ce match comme la menace. C'était plutôt Baker, la menace du match, c'est elle qui était sur le devant de la scène. Hayter a littéralement, alors même si la victoire à la fin, encore on va reparler de la victoire, tout le long du match, elle n'a jamais été menaçante, elle s'est même plutôt fait bolos tout le long. Par contre, cette fin de match, au milieu du match, on a Hikaru Shida qui arrive avec un kendo stick. Et je me dis, ah, ok, va se venger de Saraya, sûrement pour pas l'avoir choisi, pour l'avoir un peu humilié dans la promo la semaine dernière. Ok, pourquoi pas. Tout le long, elle est restée là comme une conne à côté du ring avec son kendo stick, elle a rien fait. Mais à la fin, alors que Baker et Toni Storm sont par terre sur le ring, Hikaru lance le kendo stick sur le ring. Donc forcément, Hayter s'en sert pour frapper Toni Storm et prendre la victoire. Ok, victoire des heels, entre guillemets, hein, pour le plus grand plaisir de la foule.
Et là, Hikaru Shida fait une tête en mode oh merde, c'était pas prévu. Et littéralement, elle met les mains devant sa bouche comme ça en mode oh merde, qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas prévu ça. Alors, j'imagine qu'elle voulait la jouer en mode mais qu'est-ce que j'ai fait à la Anakin Skywalker en mode je tourne dans le côté obscur, hein, c'est pas cool ce que j'ai fait. Et là-dessus, j'aurais compris sa réaction, mais là, elle l'a vraiment joué en mode oups, c'était pas prévu. Donc elle passe pour une grosse débile, une énorme débile, et je me suis juste dit, mais putain, mais qu'est-ce que c'était que cette merde? 12 minutes de perdu, putain. Vous voulez rendre ça intéressant? Putain, juste vous mettez Jamie Hater et Britt Baker en... Vous le traitez comme... Alors, peut-être pas Britt Baker, mais Jamie Hater, vous la traitez comme une babyface. Elle fait des hot tags. Saraya et Toni Storm sont babyface face à Britt Baker. Et redeviennent légèrement heel face à Jamie Hater. Et là, on a un putain de match. Bah ouais, c'est pas compliqué. Putain, le booking de merde. Mais on n'a pas fini notre descente aux enfers parce que après... Pour votre plus grand plaisir, accrochez vos ceintures parce que c'est Jericho et ses larbins qui arrivent sur le ring. Wouh, on est là juste avant le main event. En sachant que j'ai hâte du main event, hein, j'ai hâte d'en parler. Mais juste avant, en plus, on doit nous servir Jericho et ses larbins. Oh putain, bon. Encore une fois, je vais me répéter par rapport à la semaine dernière, mais c'est toujours la même chose. Jericho arrive, il se vante, ses mignons se vantent aussi, il n'y a pas de charisme, il n'y a pas de hit, personne ne joue extrêmement bien. Et là on a Ricky Stark qui arrive, je me dis ok, Ricky Stark va arriver, il va pouvoir au moins lever un peu la foule, même si ça me gave que Ricky Stark dans ce programme. Et putain, Ricky Stark il arrive avec Action Andretti quoi, Action Andretti. Ricky Stark est aux côtés de lui. Et le pire c'est que alors que les deux vont devoir commencer à parler, c'est Andretti qui commence à tenir le micro, c'est lui qui commence le discours, c'est lui qui tient, je sais pas, environ 2 minutes, 3 minutes au départ à parler contre Jericho et ses larbins. Putain, mais on s'en fout d'Andretti, nous ce qu'on va voir c'est Ricky Stark, et surtout on va voir Ricky Starks hors de cette putain de rivalité quoi. Oh mon dieu, vous êtes en train de tuer Ricky Stark et je sais même pas si vous vous en rendez compte. Pour les gens de la EW, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'élever ce pauvre Ricky Starks. Tony Khan ne voit pas les choses en face. Jericho de lui dire, mais t'inquiète Tony, on est en train d'élever Ricky Starks. Mais c'est pas tout ce qui se passe, il se fait enterrer. Ricky Starks était la personne la plus hot de la EW. On voulait le voir dans une longue rivalité avec MJF les gars. On voulait le voir là-dedans et là il est en train de perdre toute sa crédibilité et toute sa pop et toute sa hype face à putain de Chris Jericho qui prend tout le spotlight. Putain, et cette promo est naze. C'est naze, il se passe rien, tout le monde gueule, c'est juste insupportable, ça joue mal. C'est même malaisant, putain. Daniel Garcia est malaisant, Matt Menard est malaisant, Andretti est malaisant, c'est nul à chier. C'est nul à chier. Heureusement, Ricky reprend enfin le lead de la promo et commence à tailler de manière extrêmement jouissive Jake Hager en le traitant d'idiot, de moron, de con, et c'est vrai, c'est ce que dégage Jake Hager, littéralement. Mais là, il lui demande un combat. Il veut pas affronter Jericho, fort heureusement, il va affronter Jake Hager pour le fait de l'avoir fait passer à travers la table la semaine dernière. Il le taille sur son chapeau, et ce gros débile Jake Hager dit qu'il aime bien son chapeau. Enfin, c'est nul à chier. La semaine prochaine, on va avoir un match entre Ricky Starks et Jake Hager. Putain de merde. Et l'accent, vous savez quoi, l'accent va encore être mis sur Jericho. Et la rivalité va encore durer. Et Ricky Starks va encore perdre sa superbe. Et ça me gave. Ça me gave, putain. J'en ai ras le cul, Chris Jericho. J'en ai ras le cul. Croyez-moi, c'est pas de la bonne hit. C'est pas de la bonne hit. Je veux qu'il dégage de ma télé. Je veux qu'il dégage de ma télé. De mon ordinateur, en l'occurrence. Ricky Starks, ça fait au mieux. Et après tout ça, c'est l'heure du main event, et croyez-moi, j'avais pas envie, là. À ce stade, j'en avais juste ras le cul, j'étais énervé. Et là, vous mettez le final, après 6 matchs qui se ressemblent, et tous 6 matchs de Spotfest imbuvables, irréalistes, nul à chier. The Elite face à Death Triangle pour la dernière fois. Alléluia, c'est la dernière, du moins on l'espère. Par pitié, ne vous affrontez plus jamais. Ne vous affrontez plus jamais. The Elite rentre sur le ring avec leur musique. La musique, alors je sais plus quel est son nom, mais c'est un vieux tube qui fait un peu popper la foule. Ils méritent pas cette musique, littéralement. Ils paraissent comme les grands héros, les grands gentils de toute cette histoire, que ce sont des putains d'hypocrites.
Je vous sais quoi, d'abord je vais parler du match, après je vais parler du reste, sinon je vais m'emmêler les pinceaux. Et le match commence, 16 minutes de match, et je vous annonce que j'ai skippé au bout de la première minute. Dès le début, enchaînement nouveau, impressionnant dès le début des spots assez incroyables. Et je vais vous dire, j'ai skippé parce que j'en ai marre, ça ne raconte rien. C'est quelque chose qui est élémentaire, on réserve les spots pour... C'est littéralement un spot, c'est quelque chose qu'on réserve, c'est un climax. Un enchaînement de climax ne dégage aucune émotion. C'est comme si vous êtes fan de cinéma et que vous matez un Marvel. Ça fait mal. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est un enchaînement de spectacles, d'effets spéciaux, de waouh, t'en prends plein la gueule. Mais ça ne raconte rien. Il n'y a aucune émotion. Tout est désamorcé. Trop, c'est trop. Less is more, les gars. Less is more. Là, vous en faites 10 fois trop et je m'emmerde 1 minute et j'ai fait, tu sais quoi? Allez, je skip, on est ras le cul. Donc oui, je skip et j'ai vu plusieurs choses. Hein. J'ai vu des spots comiques où le manager d'Elite mettait du spray sur la gueule de l'autre manager. Et je suis arrivé à la fin et vous savez quoi? C'est là où j'ai compris que mais ce n'est pas pour moi. Enfin, je sais déjà. Mais exemple de fin, c'est le spot final littéralement. Omega et Rey Fenix sont au sommet de l'échelle. Ils se mettent sur la gueule, ils s'échangent des coups de poing. Et là, sans aucune raison, alors qu'ils ont déjà livré 6 matchs, Rey Fenix passe du côté d'Omega, du côté de son échelle, et lui tourne le dos. Et il est littéralement sur les épaules d'Omega. Il s'est offert au One Winged Angel d'Omega. Il s'est offert lui-même. Je ne sais pas si vous l'avez réanalysé la chose. Mais comment tu peux croire à une connerie pareille quand le gars s'offre en victime pour subir un finisher du haut de l'échelle à même le sol? C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Rey Fenix s'est offert pour offrir la victoire à Omega et à l'élite. Ça n'a aucun putain de sens. Comment vous voulez que je m'investisse face à cette merde? Et je vais vous dire un truc, j'aurais aimé analyser plus en profondeur, vous expliquer pourquoi, plus en détail, je n'aime pas ce genre de match. Mais je vous ai donné que quelques exemples parce que j'étais obligé de skipper, j'ai pas voulu m'infliger ça. Ce segment-là, ce truc m'a suffi. Et croyez-moi quand je vous dis que c'est ça tout le long. C'est tout le long, ça. Alors ça a ses fans, je sais que des gens sont clients, sont friands de ce genre de match. Moi, ce n'est pas ma came. Vous avez le droit d'aimer, ça, et tant mieux pour vous si vous aimiez ça. Moi, je ne mange pas de cette merde. Je suis désolé. Mais donc, parons de la fin, puisque après 3 mois de bouffer la même chose, le même match, The Elite remporte les titres par trio. Et ça m'énerve. À la base, j'étais juste en mode, bon ok, c'est pas ma cam, je m'en fous, mais faites juste en sorte que Death Triangle conserve leur titre juste par respect pour l'industrie. Mais non, c'est The Elite qui l'emporte. Tout ça, tout ce build-up, pourquoi ça fait 3 mois qu'ils font ce Best of 7? Tout ça, c'est pour que vous avalez mieux la pilule et que vous les acceptiez comme champions. Parce qu'on ne voulait pas les accepter quand ce championnat a été mis la première fois sur le devant. On ne voulait pas d'eux, parce qu'on sait qu'ils sont à l'écriture des shows. On le sait. On ne voulait pas les voir s'octroyer eux-mêmes ce championnat par trio, qu'ils ont eux-mêmes créé, parce qu'ils étaient frustrés de ne pas pouvoir être champions par équipe, parce que la foule ne voulait pas d'eux. Toute cette merde, ces championnats créés, tout ce tournoi, puis ce Best of 7, plus l'altercation avec CM Punk et tout ce remue-ménage pour en arriver à eux qui remportent leur championnat qu'ils ont eux-mêmes créé pour flatter leur ego de merde, mais allez vous faire foutre! Je suis en colère! Si ça ne se voit pas, go fuck yourself! Le show a si bien commencé et a si mal fini. Comment l'AEW peut proposer un contenu aussi bon en termes de catch, avec des putains de bons matchs, alors, toujours un problème de booking dans les matchs, mais Konosuke Takeshita, Bryan Danielson, même Adam Page, Jon Moxley ont fait du bon travail. Adam Cole qui a fait une promo de retour exceptionnelle. Jungle Hook face à Big Bill et Lee Moriarty qui ont fait un bon catch.
Les pauvres Jamie Hater et Britt Baker qui se sont refrontés, qui se sont retrouvés victimes du booking et non pas de leur talent. Comment tu peux proposer un show pareil et le terminer avec le segment le plus cringe du monde avec Jericho et Larbin et un main event de la sorte plus lamentable et plus risible possible? Je ne sais pas comment c'est possible. C'est le secret de la EW. Alors on peut me dire que j'en fais trop face à ça, mais je ne comprends pas comment c'est possible de proposer un produit final aussi divisé que ça. C'était Kozak. C'était Kozak, n'hésitez pas à débattre avec moi en commentaire. Là, je suis énervé, mais croyez-moi, quand je parle en commentaire, je suis calme et je parle à froid et j'accepte vos arguments tant qu'ils sont argumentés. Non, en toute honnêteté, vous pouvez parler avec moi, je me fais un plaisir d'échanger. Et justement, j'aimerais comprendre les arguments des personnes qui sont fans de ce genre de match, si vous l'êtes. Qu'est-ce que vous appréciez là-dedans pour comprendre véritablement si je peux peut-être moi aussi trouver mon compte ou au moins comprendre pourquoi les gens aiment ça, parce que je vous avoue que je ne comprends pas. À part si vous aimez le côté spectacle. On va prendre plein la gueule, d'en prendre sans cesse plein la gueule. Alors oui, dans ce cas, je comprends pourquoi vous aimez ça, mais moi, ce n'est pas ma cam. Ce n'est pas ma cam et je n'aime pas The Elite, je n'aime pas ce qu'ils représentent. Je n'aime pas leur comportement, je n'aime pas leur impact qu'ils ont sur le milieu du catch. Voilà. On se retrouve pour SmackDown. Je vous dis à la prochaine. C'était Kozak. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.